Bien, eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Donc tout d'abord, bienvenue à tous et à toutes. Et je vais d'abord laisser la parole à Valérie et à Bla, qui sont l'institution culturelle hôte de ces rencontres, pour introduire ces différentes rencontres. Et puis je reprendrai la parole après pour donner quelques indications sur la jeunesse de ces rencontres et quels en sont les grands enjeux avant de pouvoir débuter et de commencer vraiment les échanges. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Saint-Gorge, je suis la directrice générale adjointe du Centre des Monuments Nationaux, plus particulièrement chargée des sujets d'innovation, de développement. Écoutez, je suis ravie d'ouvrir ce cycle de webinaires avec vous tous présents. Donc, ce cycle dédié aujourd'hui aux nouveaux enjeux dans les relations que les structures culturelles et particulièrement patrimoniales entretiennent avec leur public. Donc, merci beaucoup aux équipes de l'IESA, en particulier son directeur Boris Grévy et ses équipes. Merci à Antoine Roland et ses équipes. Notre partenaire donc pour cette journée aujourd'hui, qui est la 3e édition des rencontres IESA Patrimoine et Innovation et qui est aussi la 7e des rencontres de l'incubateur du patrimoine créé en 2018 par le Centre des Monuments Nationaux. En quelques mots, l'incubateur du patrimoine, c'est un dispositif d'accompagnement qui est dédié aux porteurs de projets, aux entrepreneurs dans la sphère culturelle et qui leur offre, je dirais, une sorte de temps d'immersion dans les monuments du réseau, qui leur offre l'opportunité d'expérimenter in vivo des projets et donc de comprendre de l'intérieur comment fonctionne l'institution comme le Centre des Monuments Nationaux. L'incubateur a été créé en 2018. Aujourd'hui, on est en train de recruter sa 3e promotion et il nous a paru intéressant dès l'année dernière, en fait, à côté du temps des projets et de l'action dans l'incubateur, d'ouvrir aussi des espaces, des moments d'échange, de réflexion, de prospective autour des problématiques clés de l'innovation culturelle. Donc, l'année dernière, nous avons organisé 6 rencontres et cette année, nous avons souhaité renouveler le format de ces rencontres et donc les construire, les co-construire avec des partenaires. Et donc, Antoine est venu nous voir avec Abla et nous a proposé de réfléchir conjointement à l'organisation de cette journée. Ça nous a paru tomber sous le sens. Voilà, donc quand on a arrêté avec Antoine et Abla les thèmes de la journée il y a plus de 6 mois maintenant, je pense que nous n'imaginions pas à quel point ces thématiques étaient cruciales et à quel point elles seraient aussi re-questionnées, renouvelées et on verra dans la suite des échanges, peut-être aussi aiguillonnées par l'innovation dans le cadre de la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons. Voilà, donc je vous remercie tous, je remercie les partenaires et co-organisateurs pour cette journée et je laisse la parole à Abla et ensuite à Antoine qui vont vous décrire par le menu le déroulé et les thématiques qui vont être abordées successivement. Bonne journée, bon webinaire à tous. Bonjour à tous, donc je suis Abla Ben-Fauché, chef de mission stratégie prospective et numérique au CMN. Donc on est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. Au départ, en fait, on devait vous accueillir au mois d'avril à l'hôtel de Sully. Voilà, donc finalement, c'est au mois de juin en webinar, mais on espère renouveler aussi ces rencontres avec l'IESA et avec Antoine Roland de Correspondance Digitale l'année prochaine et pouvoir le faire in situ. Donc, comme le disait Valérie, voilà, on a vraiment co-construit cette programmation aujourd'hui avec Antoine, qui est venu en nous proposant ces sujets qui sont prioritaires aujourd'hui pour le CMN et plus globalement pour les institutions culturelles. Donc, le premier, c'est la co-construction avec les publics. Pour nous, c'est vraiment un moyen presque évident de faire des institutions culturelles et du CMN un lieu plus ouvert et plus inclusif. Et vraiment, la question aussi, donc c'était de dépasser un peu le buzzword de co-construction, de design thinking, mais de partager en fait les méthodes, les difficultés qu'on peut rencontrer aussi en termes de temps, de ressources, en sachant que au CMN, c'est des sujets vraiment qu'on traite sur le temps long. Par exemple, donc à Aigues-Mortes, à Oiron, donc Karine Guimbard va intervenir tout à l'heure, à la basilique Saint-Denis.
Et c'est une question qui est d'autant plus prioritaire aujourd'hui, après le cataclysme qu'on a vécu avec le Covid, et on y est toujours, et avec cet enjeu de renforcer aussi la proximité, de renforcer nos relations avec nos publics de proximité. Le deuxième enjeu, c'était celui de la donnée. Donc on en a pas mal discuté avec Antoine, parce que souvent on traite ce sujet par le haut de l'iceberg, hein, sur l'open data, sur la RGPD. Et c'est un sujet de fond, c'est un sujet structurel de transformation, comme celui de la co-construction avec les publics. Côté CMN, c'est un sujet qu'on traite depuis plusieurs années avec le projet de recherche Data Musée, mais également avec les sujets de CRM et de segmentation. C'est vraiment un moyen de mieux connaître nos publics, de mieux piloter nos établissements. Et c'est aussi un sujet difficile. On va le voir, hein, parce que la donnée n'est pas toujours facile à récolter. Et puis, il y a vraiment un sujet d'acculturation aussi à la donnée dans les institutions. Et c'est un sujet aussi qui est d'autant plus crucial alors qu'on l'avait pensé avant le Covid, qui est d'autant plus crucial aujourd'hui pour mieux comprendre le profil de nos publics online et le lien aussi entre nos publics online on situ. Le dernier, donc cet après-midi, donc tout comme la data, c'est la transformation des compétences et les compétences numériques. Au-delà de l'expertise digitale, c'est comment faire monter en compétences des profils nouveaux ou existants, et comment, au-delà d'expertise digitale, travailler à d'autres modes de collaboration plus horizontaux. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'incubateur du patrimoine. Comment aussi on peut convaincre le top management de prendre des risques, d'accepter l'échec, et c'est vraiment une des conditions d'un environnement propice à l'innovation, et d'accepter aussi l'incertitude. Et finalement, cette crise Covid dans laquelle on est, elle nous pousse à vivre avec cette incertitude-là qui est finalement le propre de l'innovation. Et elle nous pousse aussi à prendre du recul, d'où l'enjeu d'avoir maintenu ces rencontres. Merci Antoine, merci l'IESA, malgré la situation et le fait qu'on est tous dans le rush de la réouverture. Voilà, donc on est ravis que ça ait lieu, et j'ai hâte d'assister à toutes ces tables rondes. Merci encore à tous. Je te passe la main, Antoine. Très bien, donc je vais juste te dire quelques mots très rapides sur les rencontres de l'IESA, leur genèse et pourquoi ces rencontres. En fait, j'enseigne à l'IESA depuis 2012. En parallèle, j'avais créé mon agence correspondance digitale, agence dédiée à l'innovation dans le secteur culturel. Et il y a 3 ans, avec la direction pédagogique, nous avons discuté pour essayer de tester de nouveaux formats expérimentaux pédagogiques. Et nous est venue l'idée de développer un cycle de rencontres où l'idée, c'est d'accompagner les étudiants à la fois en termes d'outils, de méthodes lors du premier semestre, réaliser un ensemble de veille et de recherche autour de grandes tendances liées au numérique dans le secteur du patrimoine, pour vraiment les sensibiliser à ces sujets-là. Le premier semestre était aussi enrichi par différentes visites de lieux culturels, dans la Monnaie de Paris. On a ensuite, au deuxième semestre, consacré tout notre temps à la programmation de l'événement. L'idée étant de valoriser ces différentes recherches, ces différents constats, en invitant un ensemble d'experts à venir confronter leurs idées sur différentes thématiques. Donc voilà l'idée principale et l'idée phare en fait des rencontres de l'IESA. Les rencontres ont été créées il y a 3 ans. On a une première édition qui s'est tenue donc au sein de l'école, deuxième édition l'année dernière en physique qui s'est tenue à la Monnaie de Paris, où au-delà de différents sujets qu'on a pu partager comme les médiations immersives, l'open data ou le numérique comme outil de préservation du patrimoine, on avait abordé les enjeux liés à l'innovation, en se demandant comment, dans les stratégies des organisations des institutions culturelles, l'innovation pénètre et s'intègre en fait dans les pratiques des professionnels. Ce qui nous semblait intéressant cette année, c'était d'aller un pas plus loin, c'était d'aller vraiment
au fond des choses pour aller voir comment, dans les pratiques quotidiennes des professionnels, l'inclusion des publics, la participation, la co-création génératrice d'innovation et permettre, notamment via une meilleure connaissance des publics, notamment via les données, de pouvoir innover. Et surtout, question qui nous semblait particulièrement clé et qui m'anime énormément en tant que formateur, c'est notamment de voir dans quelle mesure les compétences liées au numérique et à l'innovation sont aujourd'hui reconnues. Vous voyez en quelques mots, vous avez le programme ici des différentes rencontres de cette édition. Édition donc, qui engrange aussi quelques nouveautés. La première, c'est qu'elle est en ligne sous forme d'un webinaire. Et je tiens à remercier chacun et chacune pour leur participation, parce que on fait de cette contrainte finalement une opportunité, puisqu'on on a poussé les murs d'une jauge physique en passant à plus de 100 inscriptions. Et donc, on voulait vous remercier pour cet engouement. Cette nouveauté, c'est aussi en termes d'animation, de proposer à des animatrices professionnelles finalement cette animation plutôt que de le faire avec nos propres moyens. Et là, je tiens à remercier tout particulièrement Sarah qui va être en charge de l'animation globale des rencontres et qui le fera avec brio. Elisabeth Graville qui notamment proposera des ouvertures à chaque rencontre à l'international. Et puis, on aura aussi Émile Parizel de Key Group qui fera la facilitation graphique, c'est-à-dire qui restituera l'ensemble des échanges. Il y a donc différentes restitutions graphiques et qu'elle présentera à chaque fin de rencontre. Donc, innovation en termes de format, en termes d'animation, innovation aussi sur la façon de communiquer. On a mis en place des partenariats, notamment des partenariats médias avec le quotidien de l'art, qui a donc communiqué sur ces rencontres, ainsi que le blog culturel Mon cher Watson. Nous les en remercions profondément, puisque de décupler un petit peu en fait la communication de cet événement. Il y aura aussi tout un ensemble de restitutions et de prolongements, et c'est ça aussi qui nous anime. Le webinaire a ses avantages et ses inconvénients. L'idée, c'est vraiment en fait qu'il en reste quelque chose, que ces échanges puissent vraiment être très très libres et permettent à chacun et chacune d'y trouver, et puis pourquoi pas en fait aussi modifier certaines pratiques professionnelles. L'ambition, elle est assez ambitieuse, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment effectivement que vous puissiez ressortir beaucoup de choses. Donc, surtout en tant que participant et participante, on vous encourage énormément à utiliser l'onglet chat sur votre droite pour pouvoir poser toutes vos questions durant les différentes interventions. Et donc, l'idée sera vraiment que vous puissiez au maximum, puisque la participation des publics, c'est aussi avec vous. J'en profite aussi donc, pour remercier donc, tous ces partenaires que j'ai pu énumérer durant cette petite logorée. Et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est de remercier les différents étudiants et étudiantes qui ont participé durant toute l'année, malgré des conditions assez difficiles, à l'organisation de cet événement. Vous le verrez, ils se sont impliqués corps et âme, et notamment, ils feront l'introduction de chacune de ces rencontres. Donc, je tenais particulièrement à les remercier. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je laisse la place à Sarah qui va lancer l'animation et à Maury qui va introduire la première rencontre. Donc bonjour à tous. Donc moi j'ai le plaisir de modérer l'entièreté de cette journée. Donc ce matin nous allons nous intéresser à la manière d'inclure les publics dans un projet innovant. Pour ce faire, n'hésitez pas, je vais vous dire un petit peu comment tout cela va se passer. Je laisserai la parole déjà aux différents intervenants qui nous feront une présentation globale de leurs projets sur lesquels ils travaillent en ce moment qui sont intéressants. Par ailleurs, je ferai ensuite un certain nombre de questions pour approfondir et enclencher un dialogue. Viendra ensuite la partie questions au public. Donc pour cela, n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie chat que je pourrai faire remonter à cette occasion. Donc en fin de table ronde, nous aurons ensuite une ouverture à l'international faite par Elisabeth Graville. Et enfin, nous aurons Émilie Pariès qui nous fera la facilitation graphique. Donc, je cède tout de suite la parole à Amaury Thirel, notre étudiant, qui va vous présenter les enjeux de cette première table ronde. Amaury, c'est à toi. Oui. Bonjour, je suis Amaury, membre de l'équipe d'étudiants de l'IUS
donc qui a contribué à la réalisation de ces rencontres avec Antoine Roland, donc dans le cadre de ces rencontres. Ça. Donc, je vais dérouler d'abord le thème, concevoir un projet innovant avec les publics, une introduction rapide. D'abord, on s'intéresse au public, savoir qui ils sont, c'est-à-dire quelles sont leurs attentes, comment les mobiliser, quelles peuvent être leurs motivations. Également, les lieux patrimoniaux, c'est-à-dire comment justement les faire participer les publics pour eux, quel intérêt, comment concevoir, démocratiser, quel type de collaboration enfin, pour mieux se connaître, enrichir la relation. Alors, je vais dérouler rapidement un petit historique de tout ce qui a été fait depuis déjà de nombreuses années en la matière. Déjà dans les années 1930, avec la création du Musée de l'Homme et des ATP, il y avait la volonté d'associer les publics pour la mise en place d'une nouvelle muséologie. Plus tard, d'ailleurs, dans les années 40, 50, il y a eu le développement des écomusées dans ce sens, justement, pour inscrire au cœur du territoire l'action envers les publics. Il y a ensuite le développement des services des publics dans les institutions culturelles, comme ça a été le cas en 1977 avec l'ouverture du centre Pompidou. Et cela a été plus tard institutionnalisé avec la loi du 4 janvier 2002 qui a justement permis l'institutionnalisation des intégrations des publics au sein des institutions culturelles. L'accueil des publics, il s'agit d'accueillir tous les publics et il a fallu attendre la loi du 11 février 2005, justement, qui intègre les publics handicapés dans la logique de conception universelle et d'intégration de tous les publics. Plus tard, dans les années 2000, il y a également une structuration de communautés actives pour développer les projets innovants, notamment autour de communautés telles Muséo Geek, tout ce qui est Muséo Mix, entre autres. Et plus récemment, en 2014, il y a vraiment une reconnaissance de l'expérimentation pour le développement de nouvelles compétences au sein des organisations culturelles. Et ce sont des éléments qui seront plus tard développés également dans la troisième rencontre cet après-midi. Le contexte a été récemment bouleversé par le confinement. Donc forcément avec un basculement inédit vers une relation 100% en ligne des lieux patrimoniaux, comme ça a été le cas pour le site Culture chez nous, mis en place par le ministère de la Culture, avec comme objectif principal de maintenir le lien avec les publics. Donc pour notamment des événements directs, des podcasts, des quiz, entre autres. Il y a eu au cours de ce confinement un effet grossissant des pratiques des médias pour la présence en ligne des musées et les actions de démocratisation culturelle déjà engagées par les institutions culturelles depuis de nombreuses années. Ce confinement a aussi marqué la fracture numérique préexistante. D'après le syndicat de la presse sociale, 23% des Français se diraient mal à l'aise avec le numérique. Les enjeux et limites de ces intégrations de public dans les projets innovants des institutions culturelles. Donc d'abord, il s'agit comme enjeu d'accroître la connaissance des publics par les institutions, mais aussi d'améliorer l'accueil et l'accompagnement par une meilleure scénographie, et enfin d'intégrer les publics à la gouvernance pour un meilleur positionnement, comme font par exemple le Palais des Beaux-Arts de Lille ou la Chambre des visiteurs de Rouen. Comme limite à cette intégration des publics, on peut penser que la participation de ces publics peut être chronophage. Cela peut générer aussi des coûts en termes de location, de mobilisation d'équipes. Et cela nécessite également des compétences très particulières comme l'UX design ou la méthode agile. Désormais, vous allez avoir les présentations qui vont se suivre.
Karine Gamard qui va commencer pour le Centre des Monuments Nationaux. Suivront ensuite 5 autres professionnels, justement, experts pour parler de ce sujet des projets innovants avec les publics. Voilà, donc moi je vais céder la parole à Karine Guimbard, qui est la nouvelle administratrice de la Villa Cavrois dans le Nord, donc dans le giron du Centre des Monuments Nationaux. Elle va nous parler, vous allez nous parler des opérations qui ont été mises en place lorsque vous étiez au château d'Oiron, dans le Poitou. Donc opérations qui ont été et qui a permis d'activer le territoire pour développer un projet artistique et collaboratif. Dites-nous un petit peu, Karine, comment ce projet est-il né ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc ce projet est né il y a 4 ans maintenant. J'ai été nommée au château d'Oiron et je me suis appuyée en fait sur l'histoire du lieu, puisque c'est un château 16e, 17e siècle avec une collection d'art contemporain extrêmement importante, puisqu'elle comprend plus d'une centaine d'œuvres, dont la plupart ont été des commandes spécifiques de grande ampleur dans les années 90. Et c'est une direction artistique qui a été menée par Jean-Hubert Martin, dont l'inauguration de cette collection a été un temps très fort en 1993. Pardon, j'avance un petit peu comme ça, voilà. Maintenant que ça s'est mis en route, vous pouvez avoir peut-être un point de vue un peu plus important sur la situation géographique spécifique de ce château, puisqu'il est situé en milieu rural, avec un accès privilégié, pardon, je vais un petit peu vite sur celle-là. Je voulais vous montrer qu'en fait, le château est quand même très très proche du village, et mon idée principale en arrivant était de ne pas vraiment de conserver une dynamique entre les habitants, entre ce que j'appelle aussi le territoire proche et la création contemporaine. Pour ce faire, je me suis appuyée sur deux œuvres existantes, qui étaient le dîner du 30 juin, une œuvre de Raoul Marek, qui il y a plus de 25 ans maintenant, conviait 150 habitants à un repas qui se déroule chaque année depuis, sauf peut-être cette année malheureusement avec le confinement. Mais en tout cas, on avait ce premier levier. Je pouvais m'appuyer sur ce premier temps où des artistes s'étaient confrontés aux habitants, avaient déjà réussi à travailler. Alors là, on voit le profil sur les assiettes. On voit certains habitants lors du repas. Ils ont en fait leurs empreintes sur la serviette, ils ont leur profil sur l'assiette et la signature sur le verre. Donc on voit déjà cette sorte d'émulation comme ça des habitants, cette première œuvre. Et puis ensuite, il y en a une seconde, qui est une œuvre de Christian Boltanski, où il a photographié pendant plusieurs années les enfants de l'école du village. Donc ce sont un peu les deux soclages qui vont m'amener à poursuivre et à travailler avec des artistes et à commencer à questionner, ou en tout cas à poursuivre avec eux une manière collaborative ou participative pour certains. J'ai choisi 3 projets sur les 4 années. Le premier est un projet de Mohamed Bourouissa, où en lui expliquant, enfin c'est vraiment des projets qui ont été co-pensés, co-conçus avec les artistes au départ, et puis petit à petit, les habitants vont prendre de plus en plus de place. Et là, on va retrouver un projet où Mohamed va décider de présenter ses œuvres et les œuvres d'artistes invités chez les habitants. Donc on va commencer à avoir une relation assez forte, directe entre les habitants et les artistes. Là, on les voit à l'écran, des œuvres qu'ils vont installer chez eux. Et puis ensuite, ils vont les commenter. Et donc, la parole va commencer à basculer de l'institution jusqu'aux habitants. Et petit à petit, sur les 4 ans, on va réussir à avoir comme ça une fluidité et des échanges qui vont être de plus en plus nourris, de plus en plus forts, et une forme de confiance entre les habitants et les artistes, et également
pour moi, les habitants, c'est aussi les gens qui travaillent dans le château. Donc, je veux aussi beaucoup m'appuyer pour ces programmations sur les personnes qui travaillent et qui sont en quelque sorte des ambassadeurs qui vont aussi aller échanger dans ce village. Là, on a un sujet assez intéressant à l'écran, c'est le garagiste. En fait, on est dans la devanture du garagiste du village d'Oiron. Il a même conçu des banquettes qui ensuite vont aller au musée d'art moderne à Paris. Il a fabriqué lui-même pour que l'on puisse s'asseoir dans son officine et visualiser la vidéo de Mohamed. Donc ça nous a vraiment permis de créer une dynamique, et puis que chacun puisse aller un petit peu plus loin et fabrique comme là ces sièges. À d'autres moments, ce sont des artistes qui vont donner leurs œuvres à des habitants. En tout cas, on va avoir comme ça un soclage humain et convivial assez important. Donc dans le cadre du projet de Mohamed, par exemple, on avait à l'intérieur du château uniquement les œuvres que les habitants n'avaient pas choisies. Et on avait également un café, puisque dans les échanges entre l'artiste et les habitants avaient fait ressortir en fait qu'ils n'avaient plus de café. Donc on sent comme ça cette inversion et cette bascule. Les œuvres on peut les voir chez les gens, et en revanche, les œuvres non choisies par les habitants sont présentées au château avec un lieu d'échange. On a à peu près tout inversé, puisque les membres de notre équipe pouvaient s'installer et échanger avec les visiteurs dans ce café qui avait été proposé par l'artiste. Donc là, vous avez un certain nombre d'images ensuite qui vont illustrer ces différents temps. Donc j'ai mis cette photo de groupe également, parce qu'il y a quelque chose de collectif qui va très vite ressortir de ces expériences. Et en passant vraiment, on a très vite compris que la convivialité jouait un rôle. Et on va mettre en place, notamment avec Mario ensuite, des sortes de temps d'apéritif, de fabrication de nourriture pour le vernissage avec les habitants. Ça passe vraiment par ces moments-là aussi. Donc là, vous voyez des temps de travail, mais aussi convivial. Et là, on a vraiment voulu, avec l'équipe du monument, aller un petit peu à tous les endroits. Donc tous les artistes qui étaient invités au château allaient également dans les écoles, dans les collèges, à la maison de retraite. En fait, il y avait une sorte comme ça d'infiltration artistique du territoire. Et puis ensuite, on avait tous ces moments aussi que les artistes nous ont renvoyés, où il se passait du hors-champ avec des habitants qui sont allés voir des expositions. Il y a toute une dynamique artistique à tous les niveaux qui va se mettre en place petit à petit. Assez vite, ça vous donne juste quelques photographies de mise en situation, où en fait on a eu plus de 80 000 pailles qui ont été emboîtées par différents types de personnes à différents moments, et qui ont permis à l'artiste de réaliser des sculptures ensuite. Ce qui était vraiment important là, c'est un agent du monument. En fait, à un moment donné, quand ces artistes arrivent sur le territoire, ils se nourrissent aussi dans les différents commerces. Enfin, il y a toute une économie comme ça locale, et toute une dynamique où on sent tout un village qui commence à travailler pour un artiste. Et là, vous voyez l'artiste ensuite en train de réinstaller tout ce qui a été fabriqué par les habitants. Et là, vous voyez quelques éléments d'une installation, d'une exposition d'été. Ça, c'est le dernier projet dont je voulais vous parler. C'est un projet qui a entièrement été mené par un groupe de 12 commissaires, prénommés comme ça. En fait, on a démarré sur une équation. Une collection, un lieu, le château d'Oiron, plus une collection, le FRAC Poitou-Charentes, égale à vous de jouer. Donc on s'est un peu inspiré des sortes d'affichages comme ça de rue. Un collectif a commencé à se former. On a été peut-être autour d'une quinzaine de personnes, et puis il est resté vraiment un noyau de 12 personnes. Et ensuite, ils ont
on a fait visiter nos différentes structures et puis le projet est né. Là, vous voyez les visites des réserves du FRAC. Et là, on n'est plus sur le montage. Ils vont participer à chaque étape du montage de ce qu'ils ont choisi. Donc, c'est une exposition. Ils ont choisi le thème, ils ont choisi les œuvres. Ils vont choisir également les intervenants ensuite pour les prises de parole. C'est eux qui vont répondre à la Karine, je me presse. permets de vous couper. Je vais vous demander de conclure pour pouvoir respecter vraiment le temps de parole de chacun, parce que sinon, on va se retrouver avec voilà, les derniers intervenants qui vont avoir beaucoup moins de temps de présenter leur projet. Je vous remercie. Ouais, alors peut-être pour conclure en 2 mots, ça reprend également quelques mots qui ont été énoncés ensuite par Abla tout à l'heure, puisque pour moi, il y a vraiment cette question du risque, effectivement aller à l'incertitude, même à l'incertitude budgétaire au début des projets, et puis ensuite, effectivement, la confiance pour faire ces projets à fond, et pas simplement en surface, mais vraiment que les gens sentent qu'ils ont votre confiance et que vous allez vraiment basculer la parole. Et je vais m'arrêter là. Très bien, merci beaucoup Karine. Nous allons maintenant nous intéresser, allons aller faire un petit saut pour aller à Lille, au Palais des Beaux-Arts, avec Florence Raymond, qui en est attachée de conservation au département du XVIIIe siècle, du plan des reliefs et des nouveaux médias. Et vous avez mis sur pied des comités de public autour de projets structurants pour le musée, entre autres autour du réaménagement de l'atrium et du département des plans et reliefs. Depuis combien de temps avez-vous créé ces comités ? Bonjour à tous et à tous. Alors, ces comités d'usagers, ma foi, ils ont déjà presque une dizaine d'années au sein du Palais des Beaux-Arts de Lille. Aujourd'hui, c'est une méthodologie qui a été tout à fait intégrée à la démarche de diagnostic, à la démarche préparatoire de nos projets structurants, ce qui n'a pas toujours été le cas. Leur origine, c'est plutôt les projets liés au numérique qui se devaient d'être générés il y a une dizaine d'années sans forcément de précédent et qui avaient besoin sans doute d'un socle de diagnostic, d'état des lieux, de partage d'usages contemporains que l'on a décidé de mieux examiner. Alors finalement, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de comité d'usagers au Palais des Beaux-Arts de Lille ? Il s'agit de réunir 5, 6, 7 personnes autour d'une thématique choisie qui va répondre ensuite à une grille d'entretien, un enregistrement des entretiens et des données, une analyse totale, je dirais, de l'ensemble de ces témoignages, les témoignages de prospective qui peuvent réunir au total sur une opération importante comme les plans relief plus d'une centaine de personnes sur 6 à 8 mois de prospective et qui, dans notre cas, ont été accompagnés par l'EDEC de Lille et notamment Gergena Kincheva qui est professeur de marketing culturel de Lille et qui nous a familiarisés. C'est vrai, nous ne pratiquions absolument pas, mais de vouloir sonder, interroger, se rendre disponible pour toute une, je dirais, un socle de visiteurs, de non-visiteurs, tout âge confondu, sans qu'il s'agisse vraiment d'une représentativité de notre fréquentation actuelle ou de notre public, je dirais, cible, mais véritablement de pouvoir mieux comprendre aussi quelles sont les attentes profondes par rapport à des transformations assez structurelles. Le Palais des Beaux-Arts de Lille, c'est une vieille dame ou un vieux monsieur, ne soyons pas sexistes, remontant dans ses fondations à 1892. Vous voyez ici une image assez emblématique du lieu, à la fois sa façade historique qui assume sa vocation de palais, de forteresse pour les beaux-arts, avec un vocabulaire de protection, des grandes marches, des grilles, des grands volumes qui se reflètent ici dans notre bâtiment contemporain qui date de 1997, qui est un miroir d'eau et miroir de verre, et qui est véritablement emblématique de ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est-à-dire comment interroger une vocation première de protection des arts avec des usages qui, au moment de la grande rénovation du musée en 1997, l'usage numérique était encore tout à fait que balbutiant. C'était, comme on le sait, le tout début de l'Internet numérique. Dans le cadre de notre projet scientifique et culturel qui court de 2015
à 2025, donc notre longue ligne stratégique pour les 10 ans à venir. Les comités d'usagers, je vous le disais, sont devenus non pas la règle, mais presque, en tout cas la méthode préparatoire à l'interrogation de nos projets structurants. Je prends ici l'exemple de la rénovation de notre atrium, donc notre poumon central, rénové il y a 3 ans, dans le cadre aussi d'une interrogation relative à qu'est-ce que c'est qu'un espace de ce type aujourd'hui, sa vocation première, distributive, de mise à disposition d'un certain nombre de services, mais également de réflexion sur la domestication de l'espace public. Comment peut-on passer d'une fonction à l'autre, d'un lieu à l'autre? Quelle notion de confort, quelle notion de participation. Et vous voyez ici un certain nombre de réalisations qui montrent que la co-construction a permis d'intégrer des éléments de mobilier, de jeu, auxquels nous n'aurions pas forcément pensé spontanément. Ici, la vue de d'un de nos espaces numériques, l'espace Gigapixel, qui est en coactivité avec le café que vous voyez sur la gauche de l'image et qui permet de passer de l'un à l'autre. Avant la rénovation de l'atrium, il y avait des parapets qui séparaient les fonctions des unes des autres. L'idée vraiment a été de décloisonner et les comités d'usagers nous ont interpellés sur un certain nombre de fonctions qui sont devenues des saillances et que l'on a souhaité ensuite intégrer dans les cahiers des charges qui nous ont permis de transformer le lieu. Même exemple pour le département des plans reliefs qui a réouvert au public l'année dernière, en mars 2019, qui présente ces grandes maquettes que l'on doit à un certain Louis XIV. Donc une image très conquérante du monde. Vous voyez des maquette des villes fortifiées par son architecte militaire Vauban, qui est un dépôt du musée des plans reliefs de Paris, qui ont bénéficié d'un programme de restauration particulièrement ambitieux. Vous voyez ici le positionnement de l'ensemble des maquettes dans leur espace, qui est symboliquement et physiquement sous l'atrium que nous venons de quitter. Donc dans un espace architectural fort avec une perspective accélérée. Et les comités d'usagers qui ont été réunis pour cette transformation nous ont permis de considérer qu'il pouvait y avoir plusieurs approches tout à fait légitimes au même niveau pour un même objet. Et les comités, par exemple, nous ont permis de considérer que l'approche chronologique, nous avons devant nous des objets remontant au XVIIe siècle, était indispensable, mais autant que l'approche matérialité qui a été inclue dès l'entrée aujourd'hui. Vous pouvez, lorsque vous entrez soit à droite, soit à gauche, avoir 2 contenus didactiques forts qui permettent de rendre plurielle l'approche d'un même objet. Ça, typiquement, c'est aussi une transformation que nous n'aurions pas inclus, je pense, si nous n'avions pas entendu de manière consultative ce type de récurrence. Alors, les comités d'usagers nous invitent aussi sans doute à incarner davantage quelles sont ces œuvres et celles qui les font vivre. Vous avez ici à l'écran l'image d'Anne Courcel, qui est la coordinatrice de l'atelier de restauration des plans reliefs et qui, comme l'ensemble de l'équipe afférente à ce projet, a permis sans doute d'incarner davantage une thématique assez inédite. Autre exemple de transformation, je dirais que le comité, au-delà de la disponibilité qu'il demande aux équipes, re-questionne la notion de proximité. Alors là, vous avez une image évidente de proximité avec un objet, le plan relief de Lille, et de proximité aussi plurielle, puisque là, ce n'est pas moi qui réalise le focus group ou la visite guidée, mais un collègue écologue, spécialiste du végétal à la citadelle de Lille, et qui apporte lui aussi son expertise dans le cadre de ce type de transformation. La transformation, elle se joue aussi au niveau des pratiques professionnelles, transformation de la posture du visiteur, mais aussi des pratiques professionnelles avec plus de, je dirais, de pluralité, et puis surtout ce qu'apportent les comités, ça a été suggéré dans l'introduction, c'est de considérer que le bénéfice
est plus important que le risque potentiel. De faire rentrer une vingtaine de personnes dans une vitrine, telle que vous le voyez à l'écran, c'est en effet un geste assez iconoclaste que nous assumons dans le cadre de temps spécifiques et qui vont ensuite nourrir des transformations. Nous ne réalisions pas les grands réaménagements que nous venons de décrire. De la même manière, s'il n'y avait pas ces réunions consultatives qui peuvent courir sur plusieurs années pour un même sujet, par exemple. Ainsi, lorsque dans les conditions normales de visite, on peut buter physiquement et symboliquement sur une mise à distance, le reflet ici ou la mise à distance dans une autre salle, et donc interrogé par justement des regards pluriels et des attentes qui vont nous permettre, et j'en terminerai ici, de véritablement pouvoir nuancer des propositions et concevoir des projets plus hybrides avec un volet d'innovation, certainement. Je souhaite personnaliser mon parcours de visite, mais aussi des usages complémentaires d'impression, par exemple papier, d'un certain nombre de propositions. Ce type d'hybridation, je pense que sans les comités d'usagers, ces nuances ne s'exprimeraient pas de la même manière. Merci beaucoup Florence pour cette présentation tout à fait instructive. Je rappelle qu'il y a bien 5 minutes par pour que l'on puisse avoir le temps ensuite de laisser la place aussi aux questions du public et d'analyser chacune des présentations. Donc, je vais passer la parole maintenant à Cyril Carillon et Charlotte Madère qui nous viennent de Suisse, l'association Muséomix, dont les séances annuelles de 3 jours permettent de faire émerger un certain nombre de nouvelles idées, de nouvelles pratiques. Donc, vous allez tout nous dire sur quels sont les secrets pour faire de la participation à un événement. Pardon, Bonjour. mon micro était coupé. Merci Sarah pour cette intervention. Alors nous, on va jouer comme dans Muséomix. Donc je mets le chrono. Top. 5 minutes, pile poil. Sur le gong, Cyril, t'es prêt? On y va. C'est parti. On commence par vous présenter une vidéo. Sarah. Parfait. Donc, Muséomix, c'est ça, et c'est cool. C'est donc un marathon créatif de 3 jours. Mais le cœur de notre sujet, c'est vraiment la participation, et c'est la participation qui fait l'événement. Donc, Muséomix, c'est une communauté ouverte de passionnés de culture, de technologie, d'innovation, qui a envie d'un musée qui est dynamique, connecté et participatif. Donc, si on peut remettre le PowerPoint. Ouais, les slides, s'il vous plaît. On a derrière Muséomix des communautés partout dans le monde. Je peux passer moi-même. Parfait. Hop, voilà. On a des communautés partout dans le monde qui organisent cet événement qui a lieu chaque année en simultané dans toutes les communautés au mois de novembre. Et tout un tas de techniques pour fédérer la communauté tout au long de l'année.
Donc là, je vous ai mis quelques exemples de communautés. Il y en a d'autres maintenant. Les plus récentes, ce sont celles du Sénégal ou d'Équateur, de Croatie. Et il y en a plus d'une vingtaine rien qu'en France. Et je laisse Cyril détailler le process. Et je suis à 2 minutes 50. Go! Alors, pour faire une bonne recette, il vous faut plusieurs ingrédients. La première chose, il va vous falloir un musée ou un centre culturel, on peut un peu élargir quand même, qui va recevoir pendant 3 jours une bande de barbares que sont la communauté Muséomix, qui vont bien sûr, en amont, vont préparer le travail avec les responsables du musée, puisque à la base, ce sont les musées qui sont demandeurs, bien entendu. Et ensuite, on va devoir mettre dans cette petite moulinette la communauté constituée de bénévoles, ils sont nombreux, on a besoin d'eux, d'un certain nombre de gens qui se seront inscrits au préalable et auront choisi spécifiquement la thématique de ce musée, et qui sont des gens qui sont en général très différents, autant en âge, en sexe et en profession. Donc ça donne souvent des organisations très riches, et c'est ça qui fait bouillir l'intelligence collective, c'est qu'on constitue des équipes extrêmement hétéroclites à la base, mais qui, grâce aux facilitateurs qui font la communauté Muséomix aussi, on va pouvoir, grâce à eux, réussir à faire de l'émergence et à trouver une solution en moins de 3 jours. 3 jours, c'est la contrainte supplémentaire. Il faut que ce soit fait en 3 jours avec la boîte à outils qui est fournie par la communauté Muséomix, c'est-à-dire non seulement des ressources fournies par le musée, ce qu'on appelle les sachants, et également des outils pratiques comme les Fab Labs et tous les outils informatiques aussi dont on peut utiliser, mais également des ressources comme du bois, comme du carton, tout ce qu'on peut imaginer pour travailler vite et bien, pour créer un prototype en 3 jours. Voilà le but du jeu. Il y a une visite des publics qui permet d'ouvrir à tous les publics les résultats de ce qu'a fait la communauté pendant 3 jours, et il y a aussi une visite des professionnels qui peuvent découvrir ce que les professionnels ont réalisé, ce que la communauté Muséomix a fait. Voilà le petit schéma qui vous montre un peu comment on fonctionne. Au centre, vous avez le prototype qui est, on va dire, l'aboutissement. Et, et autour, vous avez les acteurs, donc les 6 personnes membres de l'équipe. Et autour de l'équipe, ce qui entoure l'équipe, le pôle techno, le pôle contenu et le pôle com. Je te laisse conclure. On a fini. On prend vos questions après. Merci beaucoup pour votre ponctualité incroyable. Fantastique. Maintenant, nous allons passer la parole à Simon Aurier, qui est le fondateur de Signes de Sens. C'est une association il y a maintenant 17 ans autour de l'accès à la culture des personnes malentendantes. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez ouvert vos activités à tout type de public. Alors, dites-moi un petit peu comment on pense les dispositifs pour n'exclure personne et aucun segment du public. Eh ben, merci, bonjour à tout le monde. Bah oui, effectivement, moi, mon angle, ça va être plutôt de voir comment, par un prisme un peu particulier que seraient les publics spécifiques, les publics notamment avec des handicaps, comment on peut justement en faire un vivier d'innovation et un espace de transformation des pratiques du musée dans son ensemble. Donc effectivement, quand j'ai commencé à travailler sur ça il y a 17 ans, on était un petit peu dans une autre ère, même par rapport au handicap, mais aussi par rapport aux technologies, etc. Donc c'était un espace qui commençait à s'ouvrir de transformation, d'innovation. Et ce qui était un peu frustrant pour moi, c'est que souvent, finalement, ça partait soit d'une innovation techno. Donc on avait les iPads qui arrivaient et du coup, on se demandait ce qu'on pourrait faire avec. Soit ça partait finalement quelque part d'une volonté de transformation, mais qui n'avait pas forcément un driver très fort sur les publics. Et puis de l'autre côté, pour le public spécifique, on commençait à avoir des projets, mais qui étaient très spécifiques. Et du coup, petit à petit, au fil des années, on a réussi à se rendre compte, de projet en projet, qu'en innovant pour des publics spécifiques, finalement, on transformait les pratiques, qu'on ouvrait aussi parfois les esprits sur des choses comme toucher les œuvres. Quand on a commencé à faire des galeries tactiles, finalement, on s'est rendu compte que on pouvait créer des espaces tactiles de manipulation d'objets et autres dans un musée où habituellement c'était interdit de toucher. Donc on a vu aussi que le handicap, ça pouvait être un levier d'ouverture en fait des pratiques et de transformation des pratiques pour tous les publics et pas seulement pour le public initial. Donc c'est vraiment tout le propos qu'on a nous à Signes de Sens. C'est
c'est cette vision que le handicap est un levier d'innovation pour la société, alors que c'est vrai que très souvent on se dit ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les sourds, qu'est-ce que je vais faire pour les autistes, et puis on s'enferme un peu dans ce prisme-là, alors que quelque part c'est plus de se dire comment les autistes vont m'aider à réinventer l'expérience sensorielle du musée par exemple, ou comment les personnes déficientes visuelles vont m'aider à emmener dans le tactile mes publics qui d'habitude ne touchent rien, ou en tout cas pour lesquels le tactile est un sens très peu mobilisé dans les musées, etc. etc. Donc nous, notre prisme, il est là, hein, c'est vraiment de se dire que on peut rendre la société plus inclusive et non pas segmentée en plusieurs types d'expériences. Et on se base pour ça sur le design de service, c'est-à-dire qu'on va construire des parcours pour les utilisateurs qui vont prendre en compte la diversité humaine et en général partir d'un public spécifique et petit à petit concevoir une expérience qui lui est complètement accessible et ensuite, dans une deuxième temps, se rendre compte petit à petit que par pollinisation, on arrive à créer des expériences nouvelles pour l'ensemble des publics. Donc on travaille bien sûr beaucoup avec tout le secteur médico-social, mais on travaille aussi depuis 17 ans sur tout ce qui est accès à la culture, à l'éducation. Et de plus en plus aussi, on travaille les politiques publiques. Donc, puisqu'on a un peu la même démarche, hein, quand vous faites une politique publique, nous, on part du principe qu'il vaut mieux la construire avec les personnes les plus en difficulté et ensuite constater que tout simplement tout le monde y a plus facilement accès, que de partir du moyen et après se galérer à rajouter des patchs, des bricoles, des écrans, des pastilles à droite à gauche pour essayer de faire tenir le bateau collectif, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle aussi de l'innovation par la fragilité, hein, ou l'innovation par les extreme users. C'est en fait qu'on va aller chercher vraiment les espaces d'usage qui sont très atypiques pour permettre d'avoir des idées, en fait, hein, parce que quand vous restez dans la moyenne, quand vous restez dans la norme, c'est très difficile d'avoir une idée. Il faut toujours un prisme à l'innovation, quelque chose qui a un angle d'accroche initiale sur lesquels on peut lancer les cerveaux, quoi. Donc voilà, je vous avais remis un petit peu les étapes, mais c'est vrai que la question qui revient très souvent, c'est la place des usagers dans un parcours d'innovation. Et moi, ce qui me semble important, c'est surtout l'étape 1 en vrai, hein, c'est-à-dire de passer du temps ensemble. La première étape d'un projet de design, hein, quelle que soit la thématique, c'est l'immersion, c'est de passer du temps, de se connaître, de se découvrir, de partager des choses, etc. Souvent, les musées, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils veulent se lancer sur des projets ambitieux autour du handicap, parfois en ayant assez peu d'expérience ou pas sur ce public-là. Et nous, on a tendance à juste dire, commencez déjà par faire une rencontre, une discussion, un échange, routiner des connexions. Et après, vous allez naturellement passer à l'étape 2, c'est-à-dire que vous allez avoir des idées qui vont arriver, en fait, et que vous allez documenter, que vous allez travailler. Et c'est là où, en tout cas, un designer peut amener de la matière, c'est que lui, il va faire une sorte aussi de catalyse. Il va catalyser un peu cette interaction entre les publics et la créativité ou le musée, et amener son savoir-faire de design, bien sûr. Et ensuite, passer avec les publics au prototypage. Et donc, où c'est là qu'ils reprennent la main complète sur le projet. Ce qui me semblait important, en fait, ça c'est en tout cas mon prisme à moi, c'est que sur l'étape de conception, je pense que c'est là où il faut faire attention de pas penser que le client est roi, entre guillemets, c'est-à-dire que le public n'est pas forcément décisionnaire de l'ensemble du dispositif, c'est pas forcément sa compétence déjà. Et puis ça peut le mettre dans une position parfois de fragilité. Du coup, c'est assez subtil cette étape-là, alors que c'est vrai que de plus en plus on voit des projets où on nous impose de mélanger les publics à toutes les étapes du projet. Moi, je pense que c'est un peu plus subtil et un peu plus fluide. Mais en tout cas, c'est surtout à l'étape de prototypage où le client est roi. C'est le moment où on teste en situation et soit ça marche pas. Très, très concrètement. Et c'est là aussi le public redonne de la matière et on repart en conception. Donc voilà un peu la trame de comment on phase le travail. Et puis pour vous donner aussi quelques angles de travail, effectivement, avec notamment avec Florence du Palais des Beaux-Arts de Lille, on a poussé plus loin un projet qu'on avait démarré au Quai Branly. Et donc cette histoire, elle est assez représentative. C'est qu'au départ, on a eu l'iPad qui est arrivé. On s'est demandé comment l'iPad pourrait être une opportunité pour les publics sourds, donc notamment autour de visio-guide en langue des signes. On en a profité pour faire un peu d'innovation pédagogique, d'innovation sur la médiation, et on a proposé un projet qui s'appelait Muséo, qui est toujours accessible au Quai Branly, et donc qui a été testé avec des chercheurs, etc., pour vérifier que sur des publics sourds ou entendants, on avait la même performance et la même satisfaction de l'utilisateur. À partir de cette première connexion entre deux publics, on est allé un peu plus loin avec le Palais des Beaux-Arts à Lille en se disant est-ce qu'on peut intégrer des publics déficients intellectuels, troubles du comportement, troubles du spectre de l'autisme. Et là, on est reparti sur 2 ans de projet, d'innovation, d'expérimentation avec les publics, les chercheurs, etc. Et on a réussi à qualifier le fait qu'effectivement, tous ces publics pouvaient se retrouver sur la démarche. Et donc, finalement, on se retrouve avec un dispositif qu'on propose juste à tout le monde, qui n'est plus du tout d'effet de segmentation,
Et là, on est en train de pousser même un peu plus loin là avec le Forum Antique de Bavay, où on est en train de voir si on peut former des jeunes déficients intellectuels à animer l'activité hors les murs avec le parcours sur tablette. Et donc ça, c'est un peu ma conclusion en tout cas, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est à la fois dans une vision inclusive du développement, c'est-à-dire vraiment c'est tout le monde qui peut partager une expérience qui a été conçue en connaissant et en ayant conscience du fait que tout le monde n'est pas pareil. Et deux, d'avoir conscience que ces personnes ne sont pas que des publics en fait. Dans le handicap, il n'y a pas que des bénéficiaires en fait, ça fait juste partie de l'écosystème des ressources disponibles. Et vous avez des expériences assez chouettes à vivre où vous pouvez mobiliser ces publics comme des ressources et non pas comme des receveurs. Et ça, je pense que c'est très important dans ce qui va se passer dans les prochaines années autour du handicap, sur la participation en fait, des personnes et le fait de valoriser leurs rôles sociaux, leur capacité à être présents et à créer de la valeur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, c'était tout à fait instructif également. Nous allons maintenant avoir une approche un petit peu plus juridique grâce à Sofia Rumencheva, qui est muséologue et doctorante à Paris 1 à la Sorbonne et qui est en train de travailler sur la question de la création et de l'innovation collaborative dans son rapport avec les droits de la propriété intellectuelle. Donc, Sofia, qui est en train d'arriver, voilà. En quoi consiste l'innovation participative, son encadrement contractuel et l'analyse complexe des gestions des actifs immatériels? Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Donc, déjà, premièrement, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis tout à fait ravie de participer à ces rencontres et de pouvoir d'essayer de vous donner un très rapide survol des problématiques juridiques et plus spécifiquement celles qui sont liées à l'innovation participative. Et ensuite, on pourra peut-être approfondir certains sujets grâce à vos questions. Alors, comme on a pu le voir à travers les exemples qui ont été exposés, l'innovation participative, elle peut prendre des formes très différentes, avec des partenaires différents qui sont impliqués différemment. Par contre, moi, je pense qu'on peut synthétiser toutes ces actions à travers un double mouvement d'échange qui va susciter un certain ensemble de problématiques juridiques. Donc, d'un côté, on va avoir l'institution culturelle qui va mettre à disposition un certain nombre d'actifs immatériels. Donc, il peut s'agir de données, d'œuvres, de connaissances, d'informations scientifiques. Donc, à ce stade, déjà, il y a une première question juridique à se poser. Donc, quel est le statut juridique de ces actifs immatériels et est-ce qu'il est compatible avec leur communication d'un côté, avec leur réutilisation par la suite lors de l'action participative. Ensuite, le deuxième mouvement, donc en retour, nous allons avoir les participants qui vont produire d'autres actifs immatériels qui peuvent être protégeables ou non d'ailleurs. Donc, il peut s'agir aussi bien d'idées, de découvertes, il peut s'agir d'un travail, des avis. Donc, en fait, ça peut être vraiment très, très divers. Et il faut être conscient que d'un point de vue juridique, donc tous ces apports ne se valent pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent être protégeables ou pas par un droit de propriété intellectuelle. Et du coup, la conséquence, c'est que leur régime de transfert de propriété et d'exploitation va être différent en fonction de ce statut. Et, pardon, on est revenu en arrière. Alors, ensuite, ce n'est pas du tout la fin dès qu'ils sont… En fait, dès que ces actifs ils sont transférés à l'institution, ils vont continuer à vivre, ils sont généralement absorbés, transformés, donc soit transformés par les salariés ou fonctionnaires, en tout cas par les collaborateurs de l'institution, soit par des tiers à travers d'autres collaborations, parfois à travers des partenariats privés. Et c'est d'ailleurs à ce stade que l'institution se pose la question de la stratégie de valorisation de ces actifs. Donc, est-ce qu'elle va les approprier à travers le droit, on va dire, classique, ou alors elle va les partager à travers des licences libres au public. Et de toute façon, je vais détailler à travers un exemple sur l'importance de valorisation. Et enfin, nous avons un troisième acteur, ce sont les intermédiaires de l'innovation. Donc, on a
je pense, entendu un certain nombre d'exemples. Par exemple, c'est le cas de Muséomix, mais c'est le cas aussi de correspondance digitale. Il peut y avoir d'autres intermédiaires. Donc, ils vont avoir un travail très, très important sur le plan logistique, mais également juridique, parce que parfois, c'est justement à ce stade qui établit, en tout cas, le début d'un encadrement contractuel de la collaboration. Et voilà, justement, on passe à la question de l'encadrement contractuel. Pardon, je ne sais pas qui faut un petit peu. Alors, l'encadrement contractuel, de quelle manière ça va se passer? Donc, très souvent, ça se passe à travers des conditions générales de participation au niveau, par exemple, à un hackathon, par exemple, du site collaboratif, nous allons avoir parfois des conditions générales d'utilisation. Donc, dans un certain nombre de cas, on peut s'arrêter là, ça peut tout à fait suffire, justement quand il s'agit par exemple, de donner des idées ou des avis relativement au management du musée ou à la présentation des collections. Donc, ce ne sont pas des apports créatifs au sens du droit de la propriété intellectuelle. Par contre, dès que nous avons une création d'une œuvre protégeable par le droit d'auteur, par exemple la création d'une application ou des photos, des textes ou des images, ou la création d'une affiche d'exposition ou de logo de musée, les conditions générales d'utilisation peuvent ne pas suffire parce que le droit de la propriété intellectuelle impose impérativement un certain nombre de règles qui sont d'ordre public. C'est-à-dire, on peut déroger, on est obligé, à peine de nullité souvent, de les respecter. Par exemple, d'agir, donc c'est une obligation de contrat écrit, une obligation de délimitation du champ de la cession, donc c'est-à-dire le type de droit cédé, durée de la cession, le type d'exploitation. Donc, il ne faut pas oublier que la cession s'interprète strictement, c'est-à-dire que, par exemple, si on fait un contrat de cession pour l'utilisation du logo dans le cadre d'une exposition, donc un logo, disons, créé de manière participative, ça ne peut pas être utilisé à une autre occasion, sauf si c'est précisé dans le contrat, ou alors il faut conclure un nouveau contrat si besoin. Donc, cet aspect qui est l'aspect purement contractuel, encadrement, et il va y se fait de manière bénévole. En tout cas, ça fait possible, hein, juridiquement, bien heureusement d'ailleurs, mais alors il faut que ce soit expressément mentionné, il faut que ce soit clair pour tout le monde. La session est gratuite. Cas, proportionnelle aux recettes. Or, on peut avoir des recettes suite à de l'innovation participative. Et le forfait, en fait, généralement, les acteurs préfèrent un paiement forfaitaire et unique, et il n'est pas toujours possible. Donc, juste pour vous donner un exemple de la complexité de question juridique de l'innovation participative, donc il faut se rendre compte qu'on a deux types de difficultés principales qui se posent. Donc, la première est liée à l'hétérogénéité des actifs immatériels, qui sont le fruit de la collaboration, et l'autre est liée à l'hétérogénéité des contributeurs, qui peuvent être ils peuvent être externes à l'institution, bien sûr, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que parfois, ils collaborent avec des acteurs internes à l'institution, donc des salariés, des fonctionnaires, des stagiaires. Donc, la cession des droits de tous ces acteurs se fait différemment en fonction du statut de l'acteur, en fonction du type d'actif immatériel et des conditions de la création. Donc, ça devient assez complexe, donc je ne vais pas aborder tous ces points. Mais là, mon objectif, c'est juste de vous montrer que des œuvres qui sont en apparence simples et uniques, comme par exemple une application, parce qu'on a une seule application, donc on peut se dire c'est une seule œuvre, juridiquement, en réalité, ce sont des entités hybrides et composées d'actifs immatériels imbriqués qui sont soumis à des régimes de protection différents. Et voilà, dans mon exemple, imaginons l'application multimédia de jeux de piste dans un musée.
Nous avons un certain nombre de données et d'images fournies par l'institution culturelle. Ces idées et images sont ensuite développées pendant une action participative. Donc, imaginons par exemple un hackathon. Par contre, suite à cette action participative, le produit n'est pas toujours mûr, en fait, il n'est pas toujours exploitable. C'est quand même, dans la plupart des cas, un début d'application qui doit être amélioré. C'est là souvent que les équipes IT de musées vont, dans certains cas, intervenir. Parfois, on peut avoir également des développements supplémentaires en partenariat avec des entreprises privées. Et disons que dans notre cas, qui est un peu un cas d'école, hein, bien évidemment, le musée souhaite partager cette application sous licence libre sur son site. Voilà l'exemple des différentes problématiques juridiques qui peuvent se poser dans ce genre de cas. Alors, dans 99% des cas, il n'y a aucun problème, hein, bien heureusement. Le droit, malheureusement, on se rend compte de son existence au niveau d'un conflit. Donc, autant essayer de prévoir en avance. Là, dans notre cas, par exemple, parmi les images données par l'institution dans le cadre de l'hackathon, on peut avoir de droits de propriété intellectuelle de tiers, par exemple, artiste, peintre d'une œuvre, toujours protégée. Ensuite, on peut oublier, et ça c'est très très souvent le cas, que ce soit dans le public ou le privé, parfois on oublie que les droits des collaborateurs, des salariés, des stagiaires, ne sont pas automatiquement cédés à l'institution, en tout cas pas pour toutes les œuvres et pas dans les mêmes conditions. Donc, très souvent, les institutions croient qu'ils ont forcément les droits de leurs salariés parce qu'ils ont une petite clause dans le contrat qui dit que tout ce qu'ils créent appartient à l'institution. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et parfois, les droits ne sont pas cédés justement, non pas des contributeurs externes, mais des contributeurs internes. Et un autre blocage dans notre cas, c'est, imaginons suite au partenariat effectué avec l'acteur privé, l'application, donc une partie du code qui a été réalisé, est soumise à une licence propriétaire. Par exemple, il appartient au partenaire en question. Cette licence propriétaire va être un frein par la suite pour la mise en ligne sous licence libre. Et on peut se rendre compte de ça un peu tard, en fait, et se rendre compte qu'on est bloqué. Et on peut être bloqué à cause d'un petit élément de l'ensemble, on peut être bloqué juridiquement dans la stratégie de valorisation. Alors, quelle est la solution ? Bon, il n'y a pas de solution miracle, hein, mais en tout cas, il me semble que ce qui est important, c'est tout simplement c'est pas toujours simple, hein, c'est d'intégrer la propriété intellectuelle à tous les stades d'un projet participatif, pas uniquement en amont, à travers des petites CGU, en se disant que si on a la petite clause dans les CGU, c'est bon, parce que parfois, justement, ce ne l'est pas, mais pas non plus uniquement en aval, parce qu'en aval, au moment où on décide d'exploiter, on se rend compte que beaucoup d'étapes ont été grillées, qu'on n'a pas pris en compte certaines participations, qu'on n'a pas les bons droits, et on ne peut pas valoriser donc comme on le voudrait. Donc, à mon avis, la propriété intellectuelle est surtout un outil, donc, elle ne doit pas être vue comme un droit d'exclure, comme un droit, comme une fermeture, elle doit être vraiment vue comme un outil qui permet de gérer un projet participatif comme le souhaitent les acteurs. Et cet outil doit être pris en compte tout au long du projet, à toutes ses étapes. Et il ne faut pas oublier, même si ça paraît peut-être évident, mais en réalité, je pense que ça ne l'est pas, il faut conserver les traces de l'innovation. Les traces juridiques, c'est-à-dire il faut savoir qui a créé quoi, dans quelles conditions, quels sont les contrats. Il faut garder la preuve des transferts parce que parfois on ne se rend pas compte, mais on peut avoir des situations dans lesquelles on a un hackathon, une application qui a été créée, les droits n'ont pas été acquis parce que sur le moment même, il n'y avait aucun projet de valorisation. Et 2-3 ans après, on décide de faire un partenariat avec une entreprise privée et on décide de partir à partir de cette application ou début d'application créée. Et là, on ne sait plus, en fait. On ne sait plus si on a les droits, on ne sait plus qui a créé, on ne sait plus qui a été en charge. Et ce sont des choses que je vois, en fait, dans ma pratique professionnelle parfois, pas dans les institutions culturelles, mais en fait, ça peut se passer un peu partout parce que quand on participe dans un projet,
on n'est pas forcément, on sait tout, donc on a un peu l'impression qu'on va toujours le savoir, alors que dans 5 ans, c'est pas toujours évident. Donc, d'un point de vue juridique, il me semble important de garder les traces. Et c'était tout, c'est la fin de mon bref survol. Donc, n'hésite pas pour vos questions. Merci beaucoup, Sophia, et merci surtout de penser les choses sur le temps long, effectivement, d'avoir un peu d'anticipation sur d'éventuels développements qui seront donnés au projet mis en place. Je vais en profiter, du coup, pour prolonger cette intervention un peu plus juridique, pour demander aux intervenants, donc qui peuvent revenir sur scène, quel est le statut des différentes participations collectives qu'ils ont mis en place. Est-ce que ce sont des organes qui sont simplement consultatifs? Est-ce qu'ils sont décisionnels? Et du coup, question corollaire, et j'en profite pour anticiper un petit peu les questions qui sont posées par les auditeurs, comment est-ce que chacun d'entre vous avait motivé les différents publics à participer à la vie de vos différentes institutions? Florence, je vous laisse la parole en premier, vous n'osez pas. Vos comités de public sont-ils décisionnels ou sont-ils consultatifs? Alors, dans notre cas, ils sont consultatifs. Et ce, depuis l'origine. Je dirais que c'est pour nous, en tout cas aujourd'hui, le bon format. C'est-à-dire que c'est un consultatif jusqu'à l'expression d'un certain nombre de préconisations ou de saillances qui vont pouvoir ensuite être intégrées après examen par notre comité de direction, être intégrées par exemple au schéma de réalisation. Mais ce ne sont pas des comités proprement décisionnels. Vraiment une consultation, je dirais, assez libre, souple et qui se veut consultatif dans notre cas. Et quant à la constitution des comités, c'était une question récurrente dans le chat. Cela répond vraiment à la nature du projet, la nature des questions cibles que l'on se pose. Est-ce que l'on joue de comités déjà existants, des amis des musées, des adolescents qui pratiquent les pratiques artistiques au sein de nos ateliers? Est-ce que ce sont des amateurs grands habitués du musée à qui l'on demande de venir avec une personne qui n'est jamais venue dans le lieu? Parce que la constitution de ces comités en filigrane pose évidemment la question de la représentativité ou non de la fréquentation ou de la fréquentation envisagée. Et c'est vrai que cela a été dit et c'est une vérité vraie. La constitution des comités d'usagers est une belle pratique chronophage. Les plus difficiles à attraper quand même, ce sont les jeunes adultes, adolescents, que l'on a beaucoup de difficultés à réunir autour d'une table, autour d'un même sujet. Mais généralement, tous les âges sont représentés, je dirais, de l'enfance. Je me souviens pour les plans relief, le plus âgé de tous les usagers consultés avait 94 ans. Donc, c'est se permettre en fait cette élasticité que l'on ne retrouve pas toujours dans la constitution juridique de nos projets, en fait. Donc, c'est une petite poche d'utopie au sens plein du terme, c'est-à-dire des points de futur qui sont réalisables. Simon, cette manière de difficulté sur les différents publics à les faire intervenir, et est-ce que vous aussi, la manière de les inclure est consultative? Alors c'est un peu, ça dépend de quelle étape à quelle étape on est en fait, parce que par exemple, c'est pour ça que je disais notamment sur la partie innovation, la mobilisation des publics, il faut faire attention, et il y a cette citation de Ford qui est intéressante, où il dit que s'il avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient pour se déplacer plus vite, ils auraient demandé des charrettes avec plus de chevaux, et que lui, il a inventé l'automobile. Et je pense qu'il faut faire très attention à pas rendre les publics responsables des solutions qu'ils vont devoir développer pour eux-mêmes, en fait. Et ça, c'est le job du designer, c'est pas le job d'ailleurs des médiateurs de musées ou des équipes pédagogiques. Enfin, donc, il faut faire attention à la responsabilité qu'on lui transfère.
Ça, c'est mon premier point d'achoppement. Le deuxième, c'est que dans la mobilisation des publics en situation de handicap, il y a parfois des troubles de relations, des troubles de l'interaction sociale, il y a des troubles de la communication, il y a des troubles sensoriels. Donc, ça va impliquer beaucoup de modularité dans les façons qu'on a de travailler. Et ça veut dire qu'il faut avoir pas mal de créativité aussi sur comment on échange avec eux, comment on récupère de la parole, avec toujours ce prisme un peu de vous êtes l'institution, donc vous avez forcément raison. Donc comment vous arrivez à libérer cette parole chez la personne, et ça, il faut du temps en fait, il faut vraiment du temps. Et il faut se l'offrir, il faut lui offrir. La deuxième chose, c'est que du coup, tous ces espaces-là sont des espaces où on va demander à la personne, pour ce qui nous concerne en tout cas, de s'exprimer sur ce qu'elle vit, ce qu'elle imaginerait de vivre, ce qu'elle adorerait vivre, des expériences qu'elle trouve géniales, des choses comme ça. En fait, on va essayer de sourcer un peu tout ce qu'elle pourrait nous donner comme piste. Ensuite, nous, on va lui présenter des pistes. On va lui dire, et ça, ce serait intéressant, etc. Donc, elle commence à pouvoir aussi réagir un peu, mais surtout, on essaye de trouver un moyen de faire un prototypage rapide. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'expression d'un public, pour moi, c'est vraiment le moment où il va être devant quelque chose de matériel et il va interagir avec et on va voir ce qui est fluide, pas fluide, etc. Et du coup, je pense que ce sera aussi sûrement un peu pour Muséomix une clé, mais je trouve que développer dans les musées le prototypage rapide me paraît être une clé vraiment intéressante, alors que souvent on s'embarque dans un projet où il va falloir livrer, il va falloir tout de suite que tout marche et tout, et s'offrir des petits espaces où on peut voir, tester des intuitions et voir un peu comment les gens y réagissent. Et là, c'est là pour moi que les gens, ils ont vraiment le pouvoir en fait, c'est-à-dire qu'ils sont juste dans leur vérité d'acte. Je vous donne aussi une petite anecdote, mais il y a un musée assez important en France qui un jour s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les sourds, c'était il y a longtemps. Et les sourds ont dit, nous, on voudrait des visio-guides en langue des signes. Alors, du coup, le musée, il s'est dit, ah bah oui, super. Donc, donc c'était 100 000 € dépensés pour faire des visio-guides en langue des signes. Et puis, quand ils ont sorti les visio-guides, il n'y a aucun sourd qui est venu, même les sourds qui l'avaient demandé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose qu'ils voulaient, c'était de la langue des signes au musée. Et le seul truc qu'ils avaient en tête qui pourrait en amener, c'était le visio-guide. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose qu'ils voulaient faire, tout simplement parce que les sourds, leur problème principal, c'est l'interaction sociale, c'est l'isolement. Et donc, proposer une pratique isolée à une personne sourde dans un musée, c'est pas très cohérent sur leurs problématiques de fond. Donc, vous voyez, ça demande aussi de mettre en perspective un propos ou une demande avec un contexte et parfois de challenger un peu ça. Il faut être dans une vraie écoute active, quoi. Faut aller chercher parfois loin. Donc, voilà ce que je peux partager. Merci beaucoup. Et du coup, je vais rebondir sur vous, Karine. Je crois que ça a été une de vos préoccupations au Château d'Oiron de pouvoir penser aussi l'inclusion et de leur laisser la parole. J'imagine de la laisser la parole aussi dans un certain équilibre pour, comme le disait très bien Simon, ne pas leur transférer trop de responsabilités. Oui, nous avons travaillé avec le temps, en fait, puisqu'effectivement, étant en milieu rural, on a aussi un temps, finalement, on a l'impression, en tout cas, que l'on peut prendre. Et c'est ce qui nous a amené, je rejoins un peu Simon dans ce qu'il disait, effectivement, l'idée n'est pas de trop basculer, mais nous, c'est quelque chose qui s'est fait sur les 4 années et qui nous a permis, sur le dernier projet, j'étais un peu longue dans ma prise de parole, donc j'ai un peu écourté, en fait, on l'a quand même mené sur 18 mois. C'est assez luxueux finalement aujourd'hui, on est sur des programmations annuelles, et là, mais on avait très peu de visibilité budgétaire. On s'est dit, on le prototype et on le commence avec un très grand travail aussi sur le langage. Effectivement, ça a débouché sur une exposition, mais nous, on avait retiré tout notre vocable habituel muséal ou monument historique, en tout cas, pour essayer d'ouvrir le plus possible et de surtout présenter nos coulisses, la manière dont on travaillait et de donner envie. Et effectivement, c'est tout le travail et toute la rencontre avec les artistes contemporains qui a fait que petit à petit, ils ont eu envie de réfléchir à un propos et d'avoir vraiment une construction collective. D'ailleurs, nous, en fait, j'ai l'impression qu'on s'est petit à petit effacé et qu'on leur a juste permis de se fédérer et d'arriver en reposant des questions. On a passé tout ce suivi de projet à effectivement poser des questions pour petit à petit que le projet prenne forme. Et on était quelque part un peu spectateur de ce qui allait se dérouler. Mais on avait vraiment joué le jeu à 100% de ne pas avoir d'attente. Ça aurait pu avoir, d'ailleurs, il y avait plein de choses qui étaient très belles au début, qu'on aurait rêvé de monter nous, et on s'est totalement interdit. Donc ça nous demande aussi peut-être une sorte de modestie, et en tout cas d'éviter d'appliquer une mécanique d'exposition.
et de réfléchir, que ce soit sur le titrage, sur la forme, sur l'interaction, sur les propositions. Je pense qu'il y a une sorte de redéfinition un peu perpétuelle qui peut permettre des formes non attendues. Merci. J'en profite alors parce que vous avez la parole, pour vous la laisser. Et de quelle manière, vous avez parlé d'avoir un peu de modestie, de redéfinir aussi un petit peu vos tâches. Dans quelle mesure est-ce que ces expériences ont transformé, donc à chacun de vous, je commence par vous, Karine, vos habitudes de travail? Tout à fait. C'est vrai qu'en fait, à chaque fois maintenant, quand je pars sur un projet, je me questionne sur la va activer, sur quelque part, j'ai l'impression que je le prends de manière beaucoup plus large et peut-être moins attendue. Avec quelqu'un à énoncer tout à l'heure, plusieurs fois, on a eu la question du risque. En fait, effectivement, de porter un risque et de se dire, de pas tout de suite aller à l'endroit où on voudrait arriver, mais de prendre un postulat de départ et d'accepter qu'il y a des choses, on a entendu prototypage tout à l'heure, moi ça me parle complètement, de risquer, de revenir un peu en arrière, et de construire. Alors moi je le fais plutôt avec des artistes contemporains, du coup effectivement, alors ils vont complètement dans ce sens-là, et même au niveau juridique, on est amené à les suivre. Le projet de Mohamed, c'était une complexité juridique assez importante. On a la chance au Centre des Monuments Nationaux d'avoir un service juridique solide, mais on les a fait beaucoup travailler parce qu'on a sans arrêt soulevé plein de problèmes, y compris au niveau sécurité, puisque les visiteurs allaient chez les gens, allaient chez les habitants et revenaient par une porte qui n'est pas l'entrée habituelle, etc., etc. Donc en fait, c'est les choses dont on a l'habitude de faire, ou qu'on pourra en tout cas prendre habitude, là il faut les redéfinir à chaque projet. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Muséomix. Est-ce que dans votre longue expérience sur la question, vous avez vu aussi vos intervenants ou vous-même avoir transformé vos habitudes de travail? Parce que j'imagine que chaque projet est différent et que l'objectif est de faire aussi du sur-mesure à chaque fois et de remettre en question vos habitudes. Cyril, si tu permets, je commence. J'aimerais dire un mot d'abord à titre personnel, parce que je pense que la motivation profonde, elle vient des individus, de chaque individu en tant que personne, dans un groupe, dans un collectif qui travaille ensemble. Et moi, j'ai fait il y a quelques années mon premier marathon créatif parce que j'entendais beaucoup parler d'intelligence collective. J'avais envie de simplement découvrir ça pour moi. Donc, j'ai été sur mon temps personnel et ça m'a tellement chamboulée dans l'efficacité, dans la façon de travailler, dans la façon de rencontrer les autres aussi, que je suis rentrée à la maison au travail et en 6 mois, on a monté notre propre marathon créatif, un hybride de Muséomix auprès de mon employeur du moment, qui était un centre de recherche qui faisait beaucoup de vulgarisation. Donc, ça a vraiment perturbé, non pas ma méthode de travail immédiatement, mais ma perception de la notion de travail collaboratif. Et dans Muséomix, ce qui est très important, c'est le jeu. Et en fait, je fais des blagues depuis tout à l'heure, je m'amuse avec le chrono, etc. Mais la notion de jeu est extrêmement importante dans Muséomix. Et imaginez-vous laisser votre musée à vos visiteurs pendant 3 jours, la nuit comprise, vous les enfermez à clé et vous voyez ce qui se passe et vous leur mettez un chrono. Et ben, rien que d'avoir le droit de courir dans les couloirs et de passer la petite ligne jaune parce qu'on n'a pas le droit d'approcher des œuvres, avec bien sûr tout sécurisé, etc. Ça donne une émulation énorme et c'est ça qui est fascinant. Et donc, ce qui ressort, c'est très surprenant. On a la pluridisciplinarité des équipes qui s'ajoute à ça, le fait que nous, on va fédérer la communauté bien 6 mois avant et bien 6 mois après. C'est en ça que ça chamboule la notion de travail, la notion de conception d'exposition, la notion de médiation. Et je reviens sur ce que Simon a dit tout à l'heure. On a aussi là le public. Enfin, nous, on s'intéresse pas forcément au proto final, mais on va étudier pourquoi ce proto est ressorti. Et souvent, on peut avoir plusieurs protos dans un même musée qui sont très différents, qui incluent le numérique, etc. Mais si on cherche derrière pourquoi les gens ont
voulu faire ce poteau-là et pas un autre? Pourquoi on a toujours des thématiques qui se détachent et qui viennent vraiment toucher à du fond dans le musée. Et même si on rigole beaucoup, c'est très sérieux en fait ce qui est derrière. Il y a un vrai esprit analytique. On a nous un projet européen qui nous a accompagnés sur 3 ans avec des publications scientifiques sur les usages, sur l'inclusion numérique, sur la participation, etc. Et c'est fascinant. Et en effet, on ne peut plus revenir en arrière. Merci beaucoup. Florence, je me tourne vers vous. Est-ce que vous aussi, la mise en place de ces comités, en plus vous avez maintenant un certain recul pour en tirer un bilan, a permis aussi de remettre en question certaines de vos pratiques en tant que conservatrice? Vous avez votre micro qui est éteint. Oui. Oui, la pratique, elle est interrogée sur différents points. Je dirais d'abord en termes de disponibilité. Monter un comité d'usagers un mardi matin à 10h, on n'aura pas beaucoup de monde. Ça veut dire se positionner comme disponible quand l'autre est disponible. Ça paraît un peu anecdotique, mais dans les organisations qui sont les nôtres, ça veut dire dégager du temps de présence à un moment où normalement je ne travaille pas. Donc en soirée, plutôt le week-end. Et cette posture-là, elle dit quelque chose aussi de l'enjeu de bienveillance et d'empathie par rapport à un public potentiel. Donc ça, c'est une pratique importante et qui est déclinée auprès de différentes personnes au sein de l'équipe du Palais des Beaux-Arts de Lille. Je dirais ensuite que c'est vouloir entendre l'incertitude, comme ça a été évoqué ce matin, entendre la critique positive, mais aussi la critique négative par rapport à une pratique, et de voir quels sont les possibles en termes d'évolution de ce type de positionnement. Donc ce sont des transformations, je dirais, assez douces qui sont en jeu en termes de disponibilité, de partage d'un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément exprimées par nos visiteurs. Je peux donner un exemple concret. Lorsqu'on réalisait les focus group pour les plans relief, on a un certain nombre de comités qui nous ont dit, voilà, vous vous positionnez toujours comme d'anciens bons élèves en tant que responsable de collection. Et c'est plutôt quelque chose de tout à fait vrai, en imaginant que l'approche artistique ou historique est forcément souple, parce que ça l'a été pour nous et depuis longtemps, mais de considérer aussi qu'une approche peut rendre inconfortable le début d'une visite, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit sur site. Donc ça, ce sont des éléments vraiment de transformation que l'on entend au fil des ans et qui fait, je rejoins ma collègue de la Villa Cavoine, nous sommes voisines désormais, de pouvoir moduler beaucoup plus que lorsqu'on imagine avoir raison tout de suite et pour toujours. Merci beaucoup, Florent. J'ai posé une dernière petite question avant de passer la parole à Elisabeth. Une question qui est plus sur les critiques que l'on peut entendre sur les pratiques inclusives, savoir quelle serait la légitimité d'un visiteur qui n'y connaîtrait rien. Est-ce que ce sont des critiques que vous avez déjà entendues et comment est-ce qu'on les surmonte? Je ne sais pas qui voudrait répondre sur cette question. Karine. Oui, je peux répondre parce qu'en fait, je suis une adepte des retours de mail, en fait, quand il y a des visiteurs effectivement mécontents pour souvent de la création contemporaine. Et souvent, à Waron, quand c'est très conceptuel, en fait, on peut avoir... Et moi, je trouve que c'est intéressant d'aller et d'accompagner les équipes aussi, de les aider à pouvoir prendre la parole. Et en tout cas, moi, en premier, de contacter ces personnes ou de répondre à leurs interrogations directement par mail, voire par téléphone. Des fois, ça peut être un petit peu houleux, mais je trouve qu'il y a un véritable enjeu à entamer une discussion. Et pour moi, c'est déjà le premier pas vers la création, d'essayer d'échanger. Et c'est ce qui me semble intéressant sur l'expérience à Waron, c'est qu'au départ, certaines personnes, certains habitants notamment, me disaient « mais j'ai choisi cette œuvre pour mettre dans mon jardin, mais tu ne vas pas me demander d'en parler ». Et c'est la même personne qu'on est obligé d'arrêter parce qu'il avait énormément de choses qui lui venaient après.
Donc, je trouve que cette postulat du visiteur qui est mécontent ou qui est heurté, en fait, dès qu'on enclenche la conversation, pour moi, on est déjà dans quelque chose, dans un pas vers. Sur le statut, si je puis rajouter un petit terme, en effet, combien de fois entendons-nous, mais comment osez-vous demander l'avis à des non-experts, considérant qu'ils vont pouvoir venir enrichir un projet? On est tous non-experts en quelque chose ou experts en quelque chose. Avec le visiteur, il a l'expérience de visite ou de non-visite. C'est pour lui son travail. Je veux dire, c'est cette relation intime, sociale, partagée entre une œuvre, quelle qu'elle soit, une architecture, une proposition et les visiteurs. Mais c'est vrai que ce sont des méthodologies qui requestionnent la valeur de l'expertise, de méthode ou métier, comment se positionne aussi une méthode de ce type dans une organisation, qui l'incarne, qui la coordonne. Dès lors qu'on la multiplie sur les années, comment y a-t-il une cohérence méthodologique et comment cette méthodologie va venir elle-même évoluer? Travaille-t-on avec des sociologues en partenariat? Enfin, ce sont des questions qui se posent et qui sont absolument nécessaires aussi à une... Il ne faut pas non plus que ça devienne une illusion. C'est-à-dire, on a consulté, on a fait nos petits comités d'usagers trop tard, mais on a consulté. C'est vraiment le positionner au bon moment, dans une phase consultative préparatoire de prototypage, pour que la transformation soit la plus pertinente possible. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, nous allons prendre l'avion et avoir un petit recul international grâce à Elisabeth Graville, qui est présidente de Muséovation et qui va nous parler un petit peu de projets à l'étranger. Alors, bonjour à tous. Alors, on ne va surtout pas prendre l'avion parce que en ce moment, c'est embêtant. C'est pas la meilleure des choses. Mais justement, on a l'opportunité, grâce aux rencontres, d'avoir ce regard international. Et je vais souligner d'emblée un propos qui a été présenté par notre partenaire du jour, le quotidien de l'art, Culture et proximité, l'enjeu du lien social. Nous venons de l'aborder avec toutes les interventions précédentes, mais qu'en est-il quand l'international s'invite dans la discussion, et souvent de manière violente, comme on a pu le voir ces dernières semaines? Comment on peut réagir de manière juste, pas sous le coup de l'émotion, ou en tout cas de manière constructive? Eh bien, j'ai envisagé de vous présenter un projet qui a désormais 4 ans de recul et qui a été créé avec justement le public dans un contexte de crise. Et ça m'a paru important dans la situation actuelle que nous connaissons de l'aborder avec vous, parce que peut-être il vous donnera des idées. Donc, revenons en arrière, nous sommes en 2015. L'Allemagne connaît un flot de migrants sans précédent et cela questionne fortement les musées berlinois, avec Stefan Weber, qui est le directeur du musée d'art islamique de Berlin, qui pose la question en ces termes à ses équipes. Comment les musées et les collections peuvent-ils être utilisés comme des espaces positifs, permettant d'établir des liens entre les citoyens et contribuer à la compréhension interculturelle? La réponse de ces équipes et de lui-même, et je souligne par là aussi l'importance du leadership dans la participation des publics, ça a été de créer Multaka. Multaka, ça veut dire point de rencontre en arabe. Et l'objectif, en fait, de ce projet, c'était d'essayer de relier le passé au présent. C'était un projet qui souhaitait véritablement mettre au centre, en fait, une trilogie, c'est-à-dire les besoins des nouveaux arrivants en termes d'intégration, en termes de formation aussi, les besoins des Berlinois, comprendre la culture de ces nouveaux migrants qui allaient s'intégrer à la société, et les besoins très directs des musées concernés au départ, puisqu'il s'agissait des musées qui abritaient des collections essentiellement du Proche-Orient. Alors,
le projet s'est concrétisé de la manière suivante, à travers un programme en fait de formation à la médiation alors, première année d'une vingtaine de migrants et depuis on en a plus d'une centaine qui ont été formés. Et ces migrants en fait ont opéré plus de 5000 visites guidées, à la fois en langue arabe et en anglais au départ et puis maintenant petit à petit en allemand, à l'attention à la fois de ces populations qui arrivaient pour les intégrer à la culture allemande et inversement je dirais aux Berlinois et aux visiteurs des musées berlinois à comprendre la culture du Moyen-Orient. Et ce qui a permis finalement à ce projet d'être extrêmement fort, c'est qu'il a été construit selon les méthodologies dont vous en parlez Simon, c'est-à-dire cette construction en test and learn, cette construction d'écoute, qui a permis un véritable dialogue interculturel, à la fois social et géographique, par la diversité des profils en fait qu'ils ont impliqués, puisqu'il y avait à la fois des conservateurs, des ONG, bien évidemment des nouveaux arrivants, des linguistes, mais aussi Monsieur Tout-le-Monde qui souhaitait participer à la conception de ces formations. Et ce qui est intéressant, c'est justement que il n'y avait pas ce regard condescendant du musée sachant, pour reprendre l'expression de Sarah, vers des acteurs extérieurs qui n'y connaîtraient rien. Et c'est cette ouverture en fait du musée qui a permis une véritable discussion sur l'ensemble des collections, à tel point que ça s'est transformé dans une sorte de formation professionnelle de conservateurs, enfin de musée à musée, que vous pourrez retrouver sur, si cela vous intéresse, sur multaka.de. Et ça a surtout permis le développement à l'international de ce projet, puisque désormais ce projet est présent dans une quinzaine de musées à travers l'Europe, et puis désormais aux États-Unis. Alors même s'il n'est pas sous la coupe de Multaka, mais il en reprend les grands principes. On le retrouve en Italie, on le retrouve en Angleterre. Et la particularité, c'est que il ne s'est pas cantonné finalement au Proche-Orient, et on s'est aperçu par les méthodologies qui ont été mises en place que l'on pouvait intégrer toute une très grande diversité en fait de populations d'origine étrangère, avec l'exemple du Pitt Rivers qui se trouve à Oxford et qui a intégré des migrants en provenance de République du Congo, de Philippines, du Guatemala, et a ouvert finalement une discussion et un véritable dialogue critique sur les collections, puisqu'elle a demandé en fait à tous ces migrants devenus médiateurs de donner un nouveau sens aux collections à travers leur propre histoire. Et pour vous donner un exemple concret, alors on parle de reconsidering the narrative, repenser la narration autour, l'histoire en fait de ces collections. Pour vous donner un exemple très très concret, je vous ai mis là en fait un petit instrument qui s'appelle un mbira, dont le cartel était petit instrument de Rhodésie. Alors déjà, quand on est originaire du Zimbabwe, Rhodésie vous fait bondir. Mais en plus, et c'était là la chose peut-être la plus sensible, c'est que c'était décrit comme un petit instrument. Or, il se trouve que ce sont des instruments qui, au contraire, sont des